Bonjour et bienvenue à tous pour ce live Puissance Alpha. Avant de commencer tout ça, je vais quand même vous faire une petite présentation de cette épreuve de sciences en général. Bien comprendre comment elle se compose. Tout d'abord, il faut savoir que vous allez avoir 30 exercices qui vont vous être proposés. Ces 30 exercices seront divisés par matière, donc vous aurez le NSI, le SI, les sciences de la vie et de la Terre et la physique-chimie. Bien évidemment, vous ne traitez qu'une seule matière. Si vous avez eu l'occasion et l'opportunité d'avoir plusieurs de ces matières en terminale, vous avez libre choix. Il n'y a aucun bonus ou malus de quoi que ce soit. Donc vous cochez la matière que vous choisissez et vous n'en choisissez qu'une si vous ne répondez à plusieurs questions de plusieurs matières, nous ne les prendrons pas en compte. Vous choisissez une matière et vous cochez. Et là, vous commencez à dérouler les exercices. Alors, comment ça se passe au niveau des exercices? L'objectif, c'est d'abord de comprendre qu'on vous donne 1 heure pour traiter 6 exercices parmi les 7 que l'on vous propose, ou les 9, parce que c'est vrai qu'en SVT, on a mis des exercices spéciaux pour l'éco-bio, pour les gens qui font cette spécialité. Donc, vous avez toujours plus d'exercices proposés que d'exercices à répondre, ce qui vous permet, si vous n'êtes pas à l'aise sur un des thèmes proposés, de ne pas le traiter. Il faut bien savoir aussi que de toute façon, les thèmes des exercices sont affichés, donc vous savez tout de suite si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. L'objectif, c'est que chaque bonne réponse vous rapporte 1 point, mais attention, chaque mauvaise réponse va vous enlever 0,5 points. Vous devez comprendre qu'un exercice est composé de 4 questions, A, B, C, D, et que là, on vous demande si c'est vrai ou faux. Et c'est ce que nous allons traiter dans un instant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Chaque exercice est considéré traité si vous avez répondu à au moins une question. Et si vous avez bon aux 4 questions, vous avez donc sur un exercice de 4 points, vous pouvez avoir 5 points. Oui, c'est la magie. C'est possible d'avoir plus que le nombre de points maximum. Voilà un peu aujourd'hui ce qu'il en est pour cette épreuve de sciences. Et tout de suite, nous allons accueillir Samarissa, qui est professeure de biologie à l'école EBI, mais pas seulement. Il me semble que plus vaste, elle va vous en dire plus tout de suite. Bonjour Samar. Bonjour Astrid. Donc, physiologie humaine également à l'EBI. Et aujourd'hui, je vais commencer avec quelques exercices. On attend un peu d'interactivité pour que vous puissiez nous répondre au fur et à mesure à travers les exercices. Exactement. Donc, on se challenge aujourd'hui. On se challenge. Voilà. Donc sans tarder, je vais commencer avec un des exercices que nous avons présélectionné pour vous. Bien entendu, c'est un entraînement et on va essayer de voir ça ensemble lors de cette petite séquence. Le premier exercice est une expérience qui a été menée par Ruben et Kamen. Donc dans cet exercice, vous voyez bien l'énoncé. On a l'expérience qui a été menée en 1941 par Samuel Ruben et Martin, qui ont réalisé l'expérience utilisant un isotope lourd de l'oxygène. Donc vous avez un marqueur, soit de l'eau. Donc je vais mettre les ingrédients ou bien les composants et du carbonate. Donc qui ont été mis dans cette expérience que l'on voit ici. Nous avons également une algue verte unicellulaire qui a été mise sous entonnoir. C'est la Chlorella vulgaris. Et nous allons soumettre cette plante à des conditions naturelles. Donc il y a présence de l'eau, il y a présence du dioxyde de carbone ou du gaz carbonique. Et on va les exposer à la lumière. L'expérience et les résultats sont présentés. Donc j'ai dans un premier temps ici le groupe de plantes qui est alimenté avec l'oxygène lourd. L'oxygène lourd étant avec l'isotope de l'oxygène, le O18. Donc l'eau, elle est rendue marquée par l'isotope lourd et le carbonate dans cette première étape, en fait, il contient de l'oxygène léger, le O16. Et dans un deuxième temps, donc nous avons l'inverse, on va garder de l'eau donc qui sera uniquement avec de l'oxygène que vous connaissez O16, et c'est le carbonate qui sera en fait marqué avec l'oxygène lourd. Et comme vous remarquez dans les résultats qui ont été affichés par les chercheurs, le dioxygène dégagé, il est de l'oxygène lourd pour la première expérience qui est de ce côté, et puis c'est de l'oxygène léger de l'autre côté. Voyons voir maintenant les différentes propositions qui vous ont été données. Les expériences montrent que les chlorelles effectuent une réduction du carbone, étape de la photosynthèse. Alors, qu'en pensez-vous par rapport à cette première expérience? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'on en dit par rapport à l'énoncé qui a été présenté?
Donc là, vous voyez bien que à aucun moment je n'ai mentionné le carbone. Donc bien sûr, cette première réponse, elle est fausse, puisque l'expérience ici ne discute pas de la réduction du carbone. Donc bravo à ceux qui ont dit faux. On passe à la proposition B. La proposition B vous dit: ces expériences montrent que les pigments chlorophylliens de chlorelle ont besoin de lumière pour réaliser la photolyse de l'eau. Bien entendu, si on regarde les deux expériences, l'une comme l'autre, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on a des réponses? Ça hésite, là, ça hésite. On sent que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui nous disent bonjour, ok, est-ce que c'est bien enregistré? Mais je crois que ça travaille pour le moment. Eh bien, très bien. Bah, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, on est en train de discuter par rapport à l'expérience qui est liée à la photosynthèse. Et comme vous le voyez, les deux plantes, enfin, la même plante est exposée dans les mêmes conditions. Donc, il n'y a pas... qui me dit faux. Ah, ben c'est faux. Et c'est très bien. Et c'est une bonne réponse parce qu'il n'y a aucun changement de condition entre les deux parties. Ce n'est pas le paramètre qui est mis en évidence. On passe à la réponse numéro, l'énoncé C. L'expérience montre que le dioxygène de la réaction, bilan de la photosynthèse, est produit à partir de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on en pense? Puisque dans cette partie-là, est-ce qu'on a vrai, est-ce qu'on a faux? Est-ce qu'il y a des éléments dans la phrase qui pourraient vous mettre... dans le doute? Qu'est-ce qu'on a? Des indices? Est-ce qu'on a des indices par rapport à l'énoncé? Tout est dans l'hypothèse, lisez bien l'énoncé pour que vous ne tombiez pas dans les pièges. Eh bien, la réponse, elle est vraie. Parce que si vous voyez vraiment ce qui s'est passé ici, eh bien, à chaque fois qu'on avait l'oxygène qui était marqué dans l'eau, eh bien, il apparaît au niveau de l'oxygène. Donc, c'est la bonne réponse. C'est le marquage de l'oxygène dans l'eau qui est celui qui est à l'origine du résultat obtenu. Lorsque l'eau elle est marquée avec de l'oxygène lourd, eh bien l'oxygène est marqué et il est lourd. Et lorsque l'eau elle est avec de l'oxygène, on va dire l'isotope, l'oxygène O16, eh bien c'est l'oxygène léger dégagé. Et puis attention, on peut avoir plusieurs bonnes réponses. Attention aussi à lire les énoncés jusqu'au bout. Ce n'est pas en trouvant une seule bonne réponse qu'il faut s'arrêter. Les expériences montrent, grâce au marquage du carbonate dissous, que la photolyse de l'eau est nécessaire au transport d'électrons. Et là-dedans, est-ce qu'on a des réponses? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Eh bien, sachez que là, eh bien, c'est faux parce que on n'a en aucun moment, vous voyez, l'effet du carbonate n'a aucun résultat qui a été, quelle que soit la situation par rapport au carbonate, ce n'est pas ça qui a changé la donne par rapport à l'oxygène qui a été dégagé. Voilà. Une question avec un vrai, mais il mettait un point d'interrogation. Eh bien, attention au piège parce que, en fait, vous êtes en train de comparer les résultats de l'expérience avec l'énoncé et dans cet énoncé-là, on n'a pas mené l'hypothèse par rapport à la photolyse de l'eau. C'est effectivement le résultat qui vous guide dans les énoncés. Faites attention à bien lire le de la question pour ne pas tomber dans les pièges. Voilà pour cette question-là. S'il y a des questions, est-ce que tout est bon? On passe vers un autre type d'exercice? Oui. Oui. Eh bien, on va passer à un exercice, cette fois-ci, qui est dans le domaine de la microbiologie. Donc là, on est dans la biologie de manière générale, mais pas que microbiologie, parce que là, on a les expériences de Frédéric Griffiths, qui a travaillé sur les pneumocoques, donc des bactéries, comme vous le savez, responsables de pneumonie. Il disposait des pneumocoques virulentes. Donc virulentes, ce sont les pneumocoques qui sont pathogènes, et on va les marquer avec la lettre S. Et les pneumocoques non virulentes, les non virulentes, elles vont être marquées avec la lettre R. Alors j'insiste, c'est très important parce que beaucoup d'indices se cachent dans l'énoncé. Les résultats de ces expériences l'ont amené à postuler en 1928 qu'il existait un facteur. Donc ça c'est le facteur entre guillemets mystère qu'il va falloir trouver, qui est capable de transformer le pneumocoque R en... C'est plus tard, en fait, on est en 1944, où Avery, MacLeod et McCarthy vont réaliser les expériences. Donc on va regarder étape par étape les expériences. Dans un premier temps, on va prendre le pneumocoque qui est virulent. On prend celui-là, et bien on va par la chaleur, donc sous l'effet de la température, on va chauffer, et puis on va tuer, on va détruire les bactéries. Donc on a des bactéries qui sont mortes.
et on les met dans un tube à essai avec l'ensemble des éléments. Donc les bactéries sont mortes, mais elles sont dans le tube à essai. Et ensuite, ces 3 auteurs vont réaliser une première expérience. Ils vont essayer de rajouter une protéase. Donc la protéase, c'est une enzyme qui détruit les protéines. Elle va transformer les protéines en acides aminés. Et la 3e étape, eh bien, c'est l'ajout du pneumocoque, donc la souche qui est non virulente R. Et la surprise a été de voir qu'il y a la souche R, mais également la souche S. Dans la 2e étape, ce n'est pas une protéase, mais cette fois-ci, on va ajouter une ARNase, une RNase tout simplement, qui va détruire l'ARN en acide nucléique et polynucléotides. Et là, on a remarqué exactement le même résultat que précédemment, c'est-à-dire qu'on a toujours, en rajoutant la souche R, on a R et S. La dernière étape, donc, c'est l'ajout d'une DNAase. D'accord? Donc, une enzyme qui dégrade l'ADN et qui va la dégrader en nucléotides et acide nucléique. Et là, vous voyez que, vous observez, les chercheurs ont observé qu'il n'y avait pas de souche S qui se met en place. Après avoir compris ces éléments, donc on a bien compris qu'il y a une étape qui a été mise en place. L'objectif, c'est de voir quels sont les énoncés proposés. Les résultats de ces expériences montrent que les pneumocoques S, bien que virulents, peuvent mourir. Est-ce vrai? Est-ce faux? Qu'est-ce qu'on en dit? Ça cherche pour le moment. Là, il y avait voilà, comme il y a un tout petit temps de latence entre le moment où on parle et le moment, on va quand même répondre à les questions A et puis après on va directement les challenger pour la question B peut-être. On va y aller parce que la réponse A, elle est fausse bien entendu parce que l'objectif c'est on peut par la chaleur, on le sait, on n'a pas besoin de cette expérience pour prouver qu'on peut tuer par la chaleur ces bactéries. Donc ça n'a pas de sens de corréler ça à cette expérience. Sinon pourquoi faire toute la suite des séquences. Passons à la partie alors, B. Tout le monde a dit vrai, hein, là. Attention, alors, les éléments qui sont liés au fait que la chaleur puisse détruire les bactéries est vrai, mais ce n'est pas ça. C'est en fait, le piège, il est dans le début de la réponse. On vous dit les résultats de ces expériences. Or, les résultats de ces expériences ne sont pas liés aux conditions de chaleur et de destruction des bactéries. Ils sont liés à l'identification du facteur. Vous voyez, je l'ai mis avec le point d'interrogation. Facteurs et on a utilisé plusieurs enzymes pour savoir est-ce que ce sont les protéines, est-ce que c'est l'ARN ou c'est l'ADN. Donc en gros, en fait, on vous a donné le premier énoncé, ça vous a éloigné un peu de l'objectif. L'objectif, on revient, c'est vers l'identification du facteur et l'apparition de cette souche qui apparemment était morte et qui apparaît à nouveau avec une souche initialement non virulente. Donc c'est faux. Mais c'est bien d'avoir essayé, bravo. On va passer à la deuxième proposition. Ces expériences mettent en évidence que le facteur transformant postulé par Griffiths est probablement l'ADN. Et vous dites, est-ce qu'on a des réponses? Après avoir expliqué l'énoncé, Non. Alors pour l'instant, il y a plein de gens qui vont dire « Ah oui, je viens de comprendre l'énoncé, j'avais pas compris le début de la phrase justement. » Donc c'est vraiment basé sur les résultats de l'expérience en fait, et ça c'est le mot-clé. Exactement. On parle pas d'en général, on parle des résultats de cette expérience. Donc là, voilà. Du coup, on a le challenge sur la question B, C et B et C peut-être en même temps, mais B, c'est pareil, il faut bien lire. Il faut bien lire et il faut vraiment vérifier si l'énoncé est en corrélation avec l'expérience et ne pas répondre de manière générale. Il faut que ça reste dans le contexte de la question qui vous a été posée. Donc là, on est sur des expériences. On commence déjà, rien que par l'énoncé, vous avez quelques indices qu'on est sur la bonne voie. Allez, je vais dire que c'est la bonne réponse parce que sur la bonne voie, déjà j'ai mis en place la B est la bonne réponse. Ah bah là, ils me disent faux. Ces expériences mettent en évidence que le facteur transformant, donc on a utilisé l'hypothèse de départ, où est le facteur? Il est probablement l'ADN. Pourquoi probablement l'ADN? Eh bien, je vais reprendre sur cette expérience un peu originale et très intéressante. C'est qu'au départ, vous aviez dans le tube, vous aviez les cellules, elles étaient mortes, mais on avait tout le matériel. On avait les protéines, on avait l'ARN et on avait l'ADN. Lorsqu'on a détruit les protéines, l'ADN est resté intact. Lorsqu'on a détruit l'ARN, l'ADN est resté intact. Et tant que l'ADN était intact, eh bien, à cette partie qui se
qui est transformé, la transformation, le passage vers la souche non virulente qui fait que la bactérie profite de son environnement et elle a pu capter l'ADN. Uniquement lorsqu'on a détruit l'ADN, eh bien là, il n'y a plus de matériel génétique de la bactérie virulente, donc la souche S, et on voit que dans ce résultat, comme l'ADN a disparu, eh bien la souche S a disparu. Donc vous avez ici, allez toujours vers le contre-exemple parce que c'est lui qui vous donne le plus d'informations. Donc ça, c'est la réponse B. On continue parce que peut-être qu'on a d'autres réponses, on ne sait pas. Il faut continuer à consulter et à répondre aux questions. Contrairement aux expériences de Griffith, c'est-à-dire celles de 1928, celles-ci mettent en évidence l'existence de transferts horizontaux. Alors attention parce qu'on a des transferts horizontaux ici, mais en fait les auteurs, donc Avery, MacLeod et McCarthy, ils continuent sur la base de l'hypothèse de Monsieur Griffith. Donc c'est dans la continuité et non pas contrairement aux expériences. Donc la nuance ici, elle est dans le départ, dans le mot de départ. Donc là, on est sur une réponse qui est fausse. Est-ce qu'on a quelques réponses qui sont d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce... Non, là, il y a plutôt des gens qui me disent, est-ce qu'il y a un rattrapage? Non, il n'y a pas de rattrapage. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner avant. Il faut s'entraîner. Voilà. Et en fait, ce sont les pièges qui vous permettront de mieux savoir comment il faut éviter de tomber dans ces pièges. Quand on vous dit contrairement aux expériences, ça veut dire, ça sous-entend en fait que les résultats qui ont été prouvés dans cet énoncé sont à l'opposé de ce que Griffith a montré. Alors que Griffith, quand on a démarré, si je relis un peu pour ceux qui se sont mis avec nous, il a démarré en disant, je ne sais pas, il y a un facteur, il est capable de transformer le non virulent en virulent, mais je ne sais pas lequel c'est. Et en fait, les chercheurs qui sont venus après, c'est la continuité de la recherche, ils ont poursuivi en disant, oui, il y a un facteur, mais on doit identifier son identité. Essayer de dire, si on met une protéase, est-ce que avec 100 protéines, est-ce qu'on pourrait faire disparaître les souches S et en fait, on a vu que les protéines du pneumocoque S, en fait, elles n'avaient aucun rôle. Et pareil pour le rôle de l'ARN. On n'est pas sur la transformation, attention, des bactéries R et leur multiplication. On est sur le fait que on a d'abord un milieu qui est riche en matières premières et en dernier lieu, lorsqu'on a enlevé l'ADN, eh bien la bactérie n'avait plus moyen de pouvoir avoir du matériel génétique nécessaire pour qu'elle puisse l'utiliser et le mettre en place pour produire des cellules virulentes. Donc, on arrive à la dernière, si c'est OK, voilà. La dernière proposition. Là, il y avait un faux, il y avait un vrai, tu vois, donc c'est bien de resituer vraiment, de bien lire. Le mot-clé, c'était contrairement, en fait. Exactement, exactement. Sinon, on tombera dans le piège parce qu'on serait tout de suite attirés en disant l'existence de transferts horizontaux. Vous avez bien senti qu'on parle de transferts horizontaux, oui, mais ils sont dans la continuité et non pas à l'opposé. Et la dernière proposition, d'après les expériences, on déduit que les bactéries R ont acquis un nouveau caractère par transformation. Donc ceci fait appel à vos connaissances par rapport à vos cours. C'est quoi une transformation? C'est quand la bactérie va puiser du milieu environnant et lorsqu'elle n'était pas pathogène, elle va devenir pathogène, elle va devenir virulente. Et en fait, la réponse D est une réponse. Est-ce qu'on a quelques propositions? Là, l'expérience, on a les bactéries R ont acquis un nouveau caractère par transformation. On a tous les ingrédients pour... Parce que, vous voyez, pareil, on met en avant la partie liée aux expériences. On a la déduction, on a quelque chose qui est lié à la corrélation et une transformation. Donc, transformation des bactéries R, une partie. Donc, on a ici dans cet énoncé... J'ai des bonnes réponses. Bravo. Ça veut dire que vous avez très, très bien saisi les éléments et vous vérifiez mot par mot que l'enchaînement de la phrase, il n'y a aucun piège dans la suite. Donc c'est très bien pour ceux qui participent, c'est une bonne, c'est un bel exercice. C'était très instructif cet exercice sur vraiment l'idée de bien lire, voilà, entre les mots qui sont les mots-clés utilisés, contrairement ou les résultats de cette expérience. Et c'était en fait plus ça que carrément de rouler un cours entre guillemets. Exactement. C'est d'apprendre à lire ce qui est écrit et de ne pas foncer tête baissée dedans. Les éléments sont cachés entre les mots. Donc, essayez de bien lire et de ne pas vous précipiter. Parce que si vous allez trop vite et vous perdez les moyens, vous risquez d'avoir des points négatifs comme cela a été présenté auparavant. Donc, attention aux points négatifs.
Est-ce qu'on a le temps? On a le temps. Exercice? Oui, on va passer sur un troisième exercice là. C'est tellement instructif qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Alors, un troisième exercice, cette fois-ci, il est en lien avec la partie qui est liée aux muscles. Donc, cette fois-ci, vous avez un support. Dans ce support, vous avez un cliché, donc la biopsie du muscle du bras d'un sujet ayant suivi un protocole d'exercice musculaire avec allongement. Grâce à la microscopie électronique à transmission, on a pu voir en fait ce cliché-là que vous avez avec l'agrandissement qu'il faut. Certains exercices physiques induisent localement des contraintes mécaniques importantes et peuvent être accompagnés dans les heures et les jours suivants de fatigue et de douleurs musculaires, ce que vous connaissez très très bien comme étant les courbatures. On connaît bien. À quoi sont dues ces courbatures? Alors la première proposition, on est tout de suite plongé dans la question. On voit sur la photographie, donc vous regardez bien sur la photographie, que les protéines d'actine et de myosine sont altérées à certains endroits par l'acide lactique, ce qui provoque les courbatures. Alors ceux qui connaissent bien la contraction savent bien que la contraction elle est liée au glissement entre les filaments d'actine et de myosine. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on a des réponses? Pas encore pour l'instant. Il y a beaucoup de commentaires en disant sur l'exercice d'avant, mais il faut bien lire, il faut bien comprendre, je viens de réaliser que... Donc là, voilà, allez. Eh bien, c'est très bien. Donc là, pareil, on est le même style, la même façon, on va dire, d'écrire. Regardez bien sur la photographie. Qu'est-ce qui est mis en évidence? On vous marque uniquement des micro-lésions. Donc, ce qui est mis en évidence, c'est des micro-lésions. Est-ce que je vois quelque chose qui est en lien par rapport à la proposition A? Est-ce que je vois de l'acide lactique qui est mis en valeur? Est-ce que je vois un dosage d'acide lactique? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont liés à ça? Ce n'est pas le fait que vous connaissez déjà que les courbatures sont liées à l'acide lactique. Donc attention, il y a toujours du vrai dans les réponses, mais il y a aussi des pièges. Donc là, il n'y a pas sur la photographie aucune preuve que c'est lié en fait que certains endroits par l'acide lactique. Donc cette première proposition, elle est, je vous donne la première pour le. C'est parce que c'était écrit, on voit sur la photographie. Parce qu'on nous a dit on voit, alors que il n'y a aucune indication, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de dosage de l'acide lactique responsable. Même si vous savez que c'est lié aux courbatures, mais en tout cas, sur la photographie, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, voilà. C'est faux. D'accord? On est d'accord. On passe à l'énoncé B. Alors, on vous dit les courbatures semblent provoquées par la déformation intense. Donc, on a des déformations intenses des bandes H des sarcomères. Alors, pour rappel, les sarcomères, c'est les sarcomères. C'est quoi un sarcomère? Petit rappel pendant que vous y réfléchissez. Donc, on a en fait, les sarcomères, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. C'est elle qui fait, donc c'est l'alignement de plusieurs sarcomères dans le muscle qui vont de proche en proche se contracter et être à l'origine. On va juste relire la question B de la contraction. On la voit mal à l'écran. On la voit mal à l'écran. Les courbatures semblent provoquées par la déformation intense des bandes H des sarcomères. Alors les bandes H, en fait, je voulais vous préciser, on a la moitié de la bande qui est claire. Un sarcomère, il est formé de la moitié de bande claire des deux côtés, plus une strie qu'on va appeler la strie A ou la bande A, qui est sombre, qui est au milieu. Et c'est au milieu de la strie A qu'on a les stries H. Et en fait, on regarde sur les éléments que vous avez ici par rapport à la déformation. Et en fait, on n'a pas la possibilité de voir les courbatures qui sont formées par la déformation intense des bandes H. Eh bien non, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Parce que sur le cliché qu'on a, la biopsie du muscle, ce n'est pas l'élément qui a été mis en place. Donc la réponse ici, elle est fausse. Voilà, donc pareil, j'ai quelqu'un qui me disait vrai, mais parce qu'en fait, c'est peut-être vrai, mais pas dans cette photographie. Pas dans cette photographie, exactement. Et puis, on va arriver vers les éléments parce que le cliché nous montre des micro-lésions et il est en train de nous préciser
endroits spécifiques. Donc l'objectif, l'élément, la compétence qui est attendue à travers cette question-là, c'est de savoir si vous arrivez à localiser ce que c'est que la coupe et la visualisation au niveau musculaire. Et cela va se décliner dans les prochains énoncés. Les courbatures sont provoquées par des microlésions. Donc, on tient quelque chose, oui. Elles sont provoquées par des microlésions. Donc, on a des microlésions, on a des courbatures, c'est associé à un certain nombre de sarcomères. Donc, on voit vraiment, on sait que les sarcomères sont les sous-unités qui sont délimitées par les zones noires entre deux zigzags, les zones Z, eh bien ça forme les sarcomères. Eh bien on voit que les lésions sont localisées. Donc là j'ai l'énoncé qui est corrélé à la photo. En plus le but c'est de montrer ces micro-lésions, et lorsque les sarcomères elles sont en panne, c'est-à-dire qu'elles sont détruites, eh bien ça va provoquer ces douleurs que l'on ressent et cette fatigue qui est liée aux douleurs musculaires. On a la preuve en fait que les sarcomères ne sont plus fonctionnels et sont à l'origine de sensations de douleur. Donc vous avez dit pour l'énoncé C, vrai. Ben vrai, bravo, c'est très bien. Oui, parce que les courbatures semblent, encore une fois, il faut le prouver aussi par d'autres moyens, mais c'en est un qui est issu et qui est cohérent avec l'observation des micro-lésions, la localisation de la flèche étoile, et le fait que vous puissiez être capable de reconnaître, alors je sais que c'est un peu flou, mais vous avez ici l'unité structurale et fonctionnelle que vous devriez reconnaître comme étant le sarcomère. On arrive à la dernière proposition, les bandes noires de la photographie. Donc là, je suis que sur la photographie. Et vous voyez que l'exercice est un exercice d'observation et de corrélation et non pas de culture générale. Les bandes noires de la photographie représentent les stries Z. Oui, ça représente effectivement les stries Z. C'est ce qui délimite. Donc on a le sarcomère, il est entre deux stries Z. Et donc, cet exercice-là, nous avons deux bonnes réponses, les deux dernières réponses. Est-ce qu'on a des questions sur... Non, mais j'ai des appréciations qui nous disent... Alors, j'ai eu un vrai aussi. C'est très bien. J'ai surtout quelqu'un qui me dit, une fois qu'on comprend la méthodologie, c'est bien plus clair. Eh bien, on est ravis. Voilà. On est ravis que ça soit plus clair et c'est l'objectif, c'est l'entraînement. Ça vous permet d'être mieux préparé. Exactement. Est-ce qu'on a encore le temps ou... Alors, pour se lancer dans un autre exercice, non. Pas pour ce cours-là, en tout cas, puisque là, nous allons attaquer maintenant les entraînements sur les sciences des ingénieurs. Je vous remercie beaucoup, Samar, parce que vraiment, on sent que voilà, toutes ces explications, cette lecture était quelque chose de très important pour les élèves. Je rappelle à tous les étudiants qui nous regardent que vous avez une application Puissance Alpha qui vous redonne tous ces exercices. Vous pouvez vous entraîner, on vous donne les bonnes réponses. Alors, vous n'aurez pas un cours aussi parfait avec toutes ces petites explications, mais au moins, vous saurez aller creuser pourquoi c'est bon, pourquoi c'est moins bon. Donc, on n'hésite pas à s'entraîner. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous voir, n'hésitez pas à dire à vos petits camarades que c'est en replay très bientôt. Et je vais vous remercier pour ce cours, Samar. Voilà, au plaisir de vous retrouver bientôt et dans les journées d'entraînement également à l'EBI, je suppose. Voilà, avec grand plaisir. Bon courage dans les concours. Bon courage à tout le monde. Au revoir. Super.